Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous faire un petit update lecture, je vais vous montrer ce que j'ai à vous présenter. Tout d'abord, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter, voilà, etc. pour le référencement, pour moi, que je sache un petit peu si ça vous plaît ou pas, voilà. Deuxième chose, j'ai un petit peu le nez bouché, j'ai une voix un peu nasillarde, je suis enrhumée, je pense que c'est le cas de tout le monde en ce moment. J'ai essayé de passer à travers les mailles du filet mais... voilà, hein, quand on vit en couple, malheureusement, on attrape les maladies que l'autre attrape assez facilement. Donc voilà, j'ai une voix un peu nasillarde, on va faire avec. J'ai l'impression que dès que je vous tourne des vidéos, je vous dis « je suis malade, désolée, nanani nanana ». Je suis désolée. Je vais vous présenter tout ça. J'ai un peu de retard dans les updates lecture parce que la dernière fois, j'en avais tourné 2 et le son me convenait pas trop. Et du coup, j'avais un peu laissé tomber les 2 vidéos. Ce qui était dommage parce qu'il y avait plein de lectures super chouettes, mais je me suis dit que j'aurais l'occasion de vous en reparler. Du coup, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le couple et l'argent de Titu Lecoq. Je vais vous parler de 3 sœurs de Laura Poggioli, de Le silence de mon père de Dohan Buis, Les facétieuses de Clémentine Beauvais, La planète des poupées de Christine Renard et Quality Land de Marc-Uwe Klein, que je n'ai pas... Mais si, je l'ai en physique. Attendez, je vais le chercher. Et Quality Land de Marc-Uwe Klein. J'avais oublié mais je l'ai acheté en physique. On va commencer par Le couple et l'argent de Titu Lecoq, publié chez l'Iconoclaste. Elle avait déjà publié dans cette même collection un livre qui s'appelait Les grandes oubliées, donc pourquoi l'histoire a effacé les femmes. Et dans celui-ci en fait, elle reprend un podcast qu'elle avait fait il y a quelques temps qui s'appelait Rends l'argent il me semble, et qui était vraiment trop cool. Je l'avais écouté en entier, il a changé ma vie ce podcast. Il a changé ma manière de voir l'argent, de voir mon rapport à l'argent et de voir mon rapport à l'argent au sein du couple et de la famille. Dans ce livre, c'est une espèce de continuité à ce podcast qu'elle a écrit. Il y a des moments du podcast qu'on va retrouver, mais il y a aussi des choses en plus. Et du coup, en fait, elle imagine la vie d'une petite fille qui s'appelle Gwendoline, de son plus jeune âge jusqu'à sa retraite. Tous les moments où elle va se faire un petit peu discriminer financièrement, économiquement, parce que c'est une femme, par rapport aux hommes, par rapport déjà à son frère au sein de sa famille, et puis au sein de son environnement professionnel par rapport à ses collègues hommes, etc. Donc c'est super intéressant. Du coup, c'est hyper chronologique, si je puis dire. On part vraiment de la petite enfance jusqu'à la retraite. Et il y a aussi des moments plus historiques avec vraiment où on quitte ce personnage fictif pour vraiment nous intéresser à l'histoire de l'économie et des femmes. C'est super intéressant, j'ai appris plein de choses, j'ai stabiloté plein de choses. Honnêtement, je veux pas vous en parler trop parce que déjà je m'en souviens plus aussi fraîchement qu'avant. Et ensuite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, mais vraiment à lire absolument. Je trouve que c'est génial, rien que même sans regarder le côté sexiste ou quoi de la chose, c'est hyper important de s'intéresser à l'argent de manière pas de s'y intéresser genre d'être comme ça, je veux de l'argent, mais de s'y intéresser et de savoir en fait où va notre argent, ce qu'on fait de notre argent, comment on le dépense même au sein du foyer. Et à titre tout à fait personnel, depuis que je m'intéresse à ces questions, grâce à Titu Lecoq, j'ai fait beaucoup d'économies parce que ça nous permet de voir un petit peu tel truc j'ai pas à le payer en fait, tel truc normalement je devrais avoir une réduction, etc. Et du coup ça aide beaucoup. Donc ça c'était vraiment super. Ensuite j'ai lu début septembre 3 sœurs de Laura Poggioli, donc chez l'Iconoclaste. Vraiment l'Iconoclaste sponsorise cette vidéo, c'est pas vrai, mais si ça pouvait être le cas ce serait vachement cool. Laura Poggioli c'est une autrice française qui a vécu en Russie pendant une grande partie de ses études, si je dis pas de bêtises, et elle a toujours été fascinée par ce pays, elle a beaucoup étudié la littérature russe, la culture russe, la langue, etc. Ce roman se déroule comme une enquête basée sur un fait réel qui s'est passé en Russie en 2018. Il y a 3 sœurs, les sœurs Katachourian, je crois, si je prononce bien et que tout se passe bien, les sœurs Katachourian qui ont tué leur père parce que celui-ci était violent avec elles de plein de manières différentes, et avec leur mère mais qui avait quitté le foyer depuis. Et du coup ce procès il a un peu remué la Russie entière puisque il a mis un petit peu sous le feu des projecteurs cette question des violences conjugales et des violences domestiques, et du fait qu'elles étaient complètement laissées sous silence par les forces de l'ordre, par le gouvernement, les politiques, dans les procès, etc. On n'en parle jamais. Et du coup ça a divisé la Russie entre ceux qui disaient le père il l'a bien mérité, elles se sont défendues et elles devraient pas aller en prison ou quoi que ce soit, et ceux qui disaient non c'est un meurtre, en plus c'est un meurtre prémédité, voilà elle devrait aller en prison, etc. Et donc l'autrice elle va nous raconter un petit peu ce basculement dans la vie de ses filles. Elle va raconter quelques passages, alors pas mal fictionnels, hein. Clairement elle a pas eu accès à autant de dossiers, autant de témoignages que ça, en plus l'affaire est assez récente. Elle s'est quand même pas mal intéressée à leur vie, à ce
que pouvait être voilà le fait de grandir dans ce foyer-là, la vie de leur maman aussi, qui a le même prénom que moi, c'était hyper perturbant. En plus c'est un prénom que je vois genre jamais, c'est pas comme si je m'appelais je sais pas moi Léa, où il y a beaucoup de Léa. Bon, c'est peut-être pas un prénom qu'on retrouve beaucoup dans les livres, j'en sais rien, mais mon prénom je l'ai vu genre 2 fois dans les livres et c'est jamais les persos principaux qui ont ce prénom quoi. Et du coup là c'était la maman et j'étais en mode ah ok. C'était assez bizarre, surtout que des fois il y a des scènes hyper violentes et j'étais en mode ok, c'est dur de déphaser et de se dire c'est pas la vérité, enfin si c'est la vérité, mais de se dire c'est pas moi qui vis le truc parce qu'elle a mon prénom en fait. Mais du coup c'était un super livre où l'autrice, je me perds, mes pensées elles font comme ça, où l'autrice en fait elle intercale différents chapitres. D'un côté elle va nous raconter la vie de ses filles, de leur maman et de ce père violent, et d'un autre côté elle va raconter sa vie à elle qui est pleine de violence aussi, une violence très patriarcale puisqu'elle va nous parler d'un professeur qu'elle a eu, d'un copain qu'elle a eu, de certaines femmes de sa famille, et en fait elle essaye de montrer, de rapprocher en fait la violence en France et la violence en Russie, les violences conjugales et domestiques du coup, ces types précis là de violence, et de montrer que il y a aussi de la violence en France et il y en a aussi en Russie, mais quel est le rapport qu'on entretient avec ces violences là, est-ce qu'elles sont complètement normalisées, est-ce qu'elles sont tabous, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas. Et c'est intéressant parce que comme elle a vécu en Russie, elle a date un gars russe quoi, et du coup il était assez violent, et elle parle notamment d'un proverbe, c'est s'il te bat c'est qu'il t'aime, un truc comme ça, je crois que c'est exactement ça la traduction du proverbe, s'il te bat c'est qu'il t'aime, et du coup là-bas c'est normalisé en fait de battre sa femme ou ses enfants, parce que c'est pas signe d'amour mais presque, c'est signe qu'il en a quelque chose à faire. Et surtout il y a ce truc aussi de se dire que ce qui est dans le foyer reste dans le foyer, il y a une espèce de pudeur chez les Russes qui est encore plus décuplée que chez nous, de ce qu'elle raconte en tout cas, qui fait que voilà, des choses qui se passent dans le foyer restent dans le foyer et les autres ne peuvent rien y faire. C'est à l'homme de gérer la situation dans son foyer avec sa femme et ses enfants, et s'il décide de le faire de manière violente, et ben soit. Et du coup c'était super intéressant, hyper addictif à lire aussi. Par contre c'était très difficile, hein. Du coup il y a des scènes de violence qui sont très difficiles, et je trouve que la violence elle est vraiment croissante en fait dans le livre. Les dernières scènes elles ont été vraiment hyper difficiles, donc vraiment trigger warning si vous êtes pas fait pour tout ce qui est violence physique, violence morale, agression sexuelle, d'autres types encore plus hardcore, mais j'ai même pas envie de dire le mot parce que le mot est triggering quoi. Mais du coup faites attention à ça. Mais sinon c'était super bien. Franchement le livre m'a mis une claque, il m'a un peu traumatisé mais il m'a mis une claque. Et c'était d'autant plus choquant et prenant que en fait des fois on lit un livre horrible et on se dit bon ça s'est passé il y a des années, ou alors c'est de la fiction. Là c'était en 2018, les nanas, je sais plus exactement à quel moment de leur procès elles en sont, mais on est toujours pas vraiment rendu avec cette affaire. Il y a encore plein de choses qui nécessitent de bouger. C'est arrivé en 2018, c'est hyper récent quoi. C'était d'autant plus difficile en fermant le livre de se dire c'est fini, c'est de la fiction, c'est loin de moi. Non, c'est proche de toi, c'est pas de la fiction. C'est super intéressant aussi le fait que l'autrice elle mette beaucoup en lien avec des épisodes qu'elle a vécu autant en Russie qu'en France, parce que ça évite à certaines personnes peut-être de montrer du doigt et de dire c'est vraiment les Russes, ça se passe que en Russie, c'est chez les étrangers, c'est nous, on n'est pas comme ça. C'est partout, en tout cas c'est très majoritairement partout, et il faut pas se dire c'est juste là-bas que ça se passe aussi chez nous, c'est juste que voilà, les choses se passent un peu différemment. En tout cas c'était vraiment hyper intéressant. Toujours chez l'Iconoclaste, le dernier que j'ai lu, c'est Le silence de mon père de Do Han Bui. Celui-là je l'ai choisi parce que j'ai une fascination pour un nouveau pays du coup. Avant c'était le Liban, il y a eu une toute petite période Corée du Sud, mais en fait j'ai pas trouvé beaucoup de livres sur la Corée du Sud, et il y a une période Vietnam, et du coup celui-ci je l'ai choisi par rapport à la période Vietnam. C'est l'histoire d'une femme qui est journaliste qui va se questionner sur son père, parce qu'un jour son père il a un AVC et du coup il perd l'usage de la parole. C'est à ce moment-là qu'elle va se questionner sur son passé, sur qui est son père, sur cet homme qui a quitté le Vietnam pour les études. Il a pas du tout quitté le Vietnam dans l'urgence de la guerre ou quoi que ce soit, mais qui du coup n'y est pas revenu ensuite et est resté vivre en France avec sa compagne et a fondé sa famille là-bas. Donc elle se questionne beaucoup, et ce questionnement du coup la fait remonter à ses origines à elle, de petite fille qui est française mais qui a des origines vietnamiennes, qui a baigné entre deux cultures en fait, ce truc là. Et en fait ça me fascine ce truc là dans les livres, les gens qui racontent
ce fait de vivre dans 2 cultures différentes. Je trouve ça hyper fascinant. C'est intéressant aussi parce que c'est sous forme d'enquête. Donc voilà, l'autrice elle se questionne sur son père, donc elle va chercher des dossiers, elle va chercher des vieilles photos, elle va demander à des vieilles tantes. Je voulais pas dire ça, je suis désolée, mais c'est vrai qu'elles sont vieilles. Donc c'est très très intéressant. En plus il y a, voilà, très rapidement on se rend compte qu'il y a un secret qui plane sur voilà, la vie de son père. C'était très très intéressant, c'est super beau sur les liens de la famille, c'est vraiment fort comme récit. Au début j'étais un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à quelque chose qui allait parler du Vietnam et de la vie au Vietnam. Et en fait il y a beaucoup d'épisodes où elle parle de sa vie à elle en France, de ses enfants, de choses comme ça. Et au début je me disais oh c'est bon, ça me fatigue. Et en fait c'était quand même très intéressant parce que elle parle de sa vie à elle en tant que femme racisée en France, et très rapidement du coup on arrive dans ce truc qui me plaisait beaucoup et qui est super intéressant elle a 2 cultures mais elle connaît pas très bien le Vietnam, elle connaît pas trop l'histoire de ses parents et en fait elle s'était jamais posé la question, et vraiment bouleversée, hyper intéressant. Et puis du coup ça se lit super vite, les chapitres sont très courts, j'ai appris plein de choses sur le Vietnam, c'était vraiment super intéressant et au final du coup je suis vraiment pas déçue parce que c'est exactement le genre de livre que je recherche. Les Facétieuses de Clémentine Beauvais chez Sarbacane. Alors le résumé ça va être difficile, j'ai l'impression que j'ai lu beaucoup de livres un peu sous forme d'enquête ces derniers temps, puisque du coup c'est un peu sous forme d'enquête. C'est un livre vraiment hybride, honnêtement j'aurais vraiment du mal à vous le résumer, parce que c'est entre du contemporain, entre de l'enquête, entre de l'autofiction, entre de la fantaisie, du fantastique, de l'historique. C'est un espèce de melting pot et c'est super drôle. Je crois que c'est mon premier Clémentine Beauvais. J'avais essayé de lire Songe à la douceur, je crois il y a quelques années, mais ça m'avait pas plus plu que ça. Peut-être qu'il faudrait que je réessaye maintenant. Mais du coup je me suis lancée, je sais pas, vraiment la couverture m'a attirée, le fait que je voyais le livre passer partout, j'ai essayé et honnêtement c'est un coup de cœur, je crois. Vraiment c'est un coup de cœur. C'était hyper drôle. Alors donc l'histoire serait dure à vous résumer, mais en gros on suit Clémentine Beauvais qui doit écrire un nouveau bouquin et elle doit écrire de la fantaisie. Et elle est un peu perdue parce que elle sait pas écrire de fantaisie, donc elle retarde un peu avec son éditeur, elle pousse et un jour de manière un peu fortuite elle en vient à se demander voilà, des questions sur les marraines de la Bonne Fée. Et là elle se demande mais c'était qui la marraine de la Bonne Fée de Louis XVI, si je dis pas de bêtises. Et elle se dit parce que sa marraine de la Bonne Fée elle a pas fait du bon taf quoi pendant la Révolution et tout, c'était pas oufissime. Et du coup elle pose des questions autour d'elle à des universitaires, des choses comme ça, et les gens lui disent oh je ne sais pas, ce n'est pas dans les livres, je sais pas. Et du coup le sujet devient hyper ouf parce que y a rien dessus, c'est comme si c'était hyper tabou, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on l'apprenne. Et donc elle cherche, et au final elle fait toute son enquête qui l'amène à rentrer dans le monde des marraines de la Bonne Fée. Est-ce que ça existe vraiment ou pas? Et donc trop drôle, c'est tellement absurde, vraiment c'était hyper absurde et c'était hyper bien. Du coup je sais pas où m'arrêter dans le résumé pour pas spoiler, mais juste ce qu'il y a à dire c'est que c'est super drôle. Et il y a plein de moments en fait, ça se balance entre du fantastique, de l'humour et du contemporain. Donc l'humour bah c'est très très drôle. Le fantastique bah il y a des touches de magie, il y a des touches de choses où on se dit qu'est-ce que c'est pas possible, c'est pas vrai, ça doit être de la magie. Et il y a des touches vraiment de la vie de Clémentine Beauvais où on se dit ça c'est de la vie de 2020, 2021, 2022, c'est de la vie qui me parle, c'est de la vie que j'ai ressentie aussi, que j'ai vécue aussi, c'est hyper proche de moi. Je sais pas si des fois ça vous fait ça quand vous lisez un livre ou que vous apprenez des choses sur l'auteur ou quoi, et vous vous dites mais j'ai l'impression que ce livre il a été écrit spécifiquement pour moi ou par moi, enfin par une autre moi quoi, mais ça me parle beaucoup. Et ben ce livre fait partie de ces livres-là, genre il m'a vraiment beaucoup parlé. La manière dont elle avait de parler de certaines choses, d'éviter certains sujets avec sa famille, d'avancer dans la vie, de parler de son appart, de parler de son avenir, de certaines de ses angoisses. Vraiment ça m'a trop parlé. Et puis c'était tellement drôle, vraiment c'était à mourir de rire. Et c'était trop bien aussi parce que j'en étais venue des fois à me demander mais est-ce que c'est vrai les conneries historiques qu'elle raconte? Et c'est trop bien tout ce qu'elle va chercher. Et justement le mélange d'historique, de magie, juste de parodie humoristique, et elle entremêle tout ça à tel point qu'on sait plus ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. Vraiment elle s'est débrouillée mais comme une chef, vraiment c'était génialissime. C'était drôle, pétillant, rafraîchissant. Moi je pense que c'est un livre trop génial à lire si vous avez un peu une panne, que vous savez pas quoi lire, que vous avez envie de vous poser tranquille. Celui-là il est génialissime. Et du coup on va enchaîner avec La planète des poupées de Christine Renard, livre que je n'ai pas beaucoup vu passer, je l'ai croisé de manière absolument improbable en librairie une fois à Bordeaux. Je
Je dis je l'ai croisé comme si le mec était venu vers moi, hein, mais littéralement non. Et en fait je trouvais la couverture trop belle, là il y a... les couleurs sont belles et puis il y a 3 lunes, une ici et puis on en voit une ici. Et du coup je trouvais ça juste trop beau. Et le résumé donnait bien envie aussi, c'était un extrait du roman. On est sur une nouvelle planète qui a été colonisée par les humains il y a des années, des siècles même probablement, je ne sais plus exactement. Et en fait le voyage entre la Terre et cette planète il prend très longtemps, je sais plus. Ce qui fait que pour les humains c'était genre, je sais pas, il y a 2 jours qu'ils ont colonisé cette planète et pour les autres ils ont eu le temps de créer vraiment plusieurs générations qui se sont créées, etc. Vous voyez un peu le délire, il y a un décalage temporel de ouf. Et nous on va suivre un groupe de scientifiques qui va sur cette planète pour voir un petit peu comment ils ont évolué. Donc on a un sociologue, on a un géologue, on a plein d'autres gugus là, on s'en fout un peu, et on a une psychologue. Et du coup, non, elle est sociologue. J'ai lu un livre il y a pas longtemps avec une robot psychologue et du coup je ne sais plus si elle est psychologue ou sociologue. Je crois qu'elle est psychologue. Et il y a un autre type qui est sociologue, qui est psychologue, qui est sociologue, j'y arrive pas. Elle est psychologue et l'autre type il est sociologue. Voilà, c'est ça, j'en suis sûre. Et en fait, quand ils débarquent sur cette planète, il y a 3 scientifiques, dont cette femme du coup qui nous raconte l'histoire, qui se promènent et qui voient des statues à l'effigie de femmes. Et assez rapidement, ils comprennent que c'est des statues à l'effigie de femmes du village. Et en fait, bon, on comprend très rapidement que les femmes qui ne sont pas encore mariées, elles ont ces statues. Et en gros, si un homme veut épouser la femme, il prend la statue avec. Et prendre la statue, c'est comme un contrat, un engagement, enfin voilà. Qu'est-ce que c'est ces statues? Pourquoi ils sont si attachés à ces statues? Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles représentent pour les hommes? Qu'est-ce qu'elles représentent pour les femmes? Qu'est-ce qu'elles impliquent dans le mariage? Et c'était fascinant, c'était un peu morbide, enfin morbide, je dirais pas morbide, mais c'était un peu chelou. C'était hyper engagé comme livre, je m'attendais pas à ça, et mais c'était incroyable. Et c'est dans ces moments-là, je trouve que on voit que quand une minorité, ou en tout cas un groupe minoritaire, écrit de la fantasy, de la science-fiction ou quoi, mais ça dépote quoi, ça dépote. C'est comme je pense à, comment elle s'appelle, Rivers Solomon, la science-fiction que cette auteurice écrit, c'est hyper engagé, c'est hyper original et enfin, c'est bluffant, c'est pas juste on va sur la lune avec des petits robots, nanani nanana. C'est comme Becky Chambers, c'est hyper engagé et c'est hyper original. Il y a ce plot twist qui est hyper original, qui est un peu glauque, mais qui en même temps est malheureusement, je sais pas, moi je l'ai trouvé hyper véritable quoi. Donc c'était super cool, c'est très court, c'est très bien écrit, j'aime beaucoup l'écriture, c'est incroyablement facile de rester accroché à ce livre. Et le personnage principal, elle est super attachante, elle a plein de questionnements sur elle-même et je suis un peu frustrée parce que je vois plein de classiques, mais je dirais pas nuls, mais franchement, qui ont fait leur temps, écrits par des hommes qui sont republiés. Et ça, alors c'est vieux, hein, ça date de 1960, c'est hyper inconnu, on n'en entend pas parler, c'est chez un petit éditeur. Enfin, pourquoi Et tout ça parce que je suis sûre, c'est une femme et ça me frustre beaucoup parce que c'est génialissime. Et à côté de ça, on va vous faire 25 000 rééditions de Asimov, 25 000 rééditions de Kadik, on va vous rééditer des vieux trucs, Jan Weiss, La maison aux 1000 étages, c'était sympa, mais c'était hyper validiste, grossophobe, sexiste, raciste. Pourquoi on s'occupe pas plutôt de rééditer en 1 million d'exemplaires ces trucs génialissimes? Et encore, ça c'est un exemple, mais du coup je suis sûre qu'il en existe plein et c'est hyper frustrant de se dire que la plupart, je peux pas les connaître, ils sont pas édités ou plus édités ou voilà. Le coup de gueule passé, on enchaîne. L'une de mes dernières lectures, c'est Quality Land. Alors celui-là, je l'ai lu sur liseuse et en fait je l'ai tellement aimé, après je l'ai emprunté à ma médiathèque sur liseuse, que je l'ai acheté d'occasion ensuite parce que vraiment il était trop bien. Et déjà le livre m'avait un peu intriguée parce que des fois il y a des pages noires comme ça, et voilà, comme ça. Je vais essayer de vous le résumer, mais c'est dur de rendre justice à ce livre. Alors déjà, petite phrase d'accroche pour moi, si vous voyez un peu le genre de Terry Pratchett, donc Terry Pratchett c'est un auteur qui fait de la fantasy, mais de la fantasy pas mal humoristique, pas mal parodique, notamment dans Les Annales du Disque Monde, c'est tout un univers mais qui est hyper parodique. C'est super drôle, mais en même temps c'est de la fantasy quand même, voilà, il y a des gnomes, des trolls, des trucs comme ça. Et donc pour moi, ça c'est du niveau de Terry Pratchett mais science-fiction. Voilà, c'est la vibe que ça m'a donné, Terry Pratchett science-fiction. C'était hyper drôle, hyper parodique, mais en mode science-fiction. Du coup, on est dans un espèce de meilleur des mondes d'Aldous Huxley mais en décuplé et un peu à l'ère d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il y a des intelligences artificielles partout, des robots partout,
partout. Et il y a des niveaux qui sont attribués aux gens, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de 1 à 99. Et tout va dépendre de votre travail, de votre hygiène de vie, de est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas. Et c'est des choses que les intelligences artificielles peuvent déceler sans que vous puissiez le savoir. Par exemple, est-ce qu'un jour vous allez avoir une maladie grave, ou est-ce que en tout cas votre corps est susceptible d'avoir des maladies graves ou des maladies génétiques ou quoi. Ils le savent et du coup ça peut vous faire perdre des points. Il y a plein de facteurs, des tas de facteurs, c'est super drôle en plus, qui vous font monter ou descendre des points. Et il n'y a pas de niveau 100 parce qu'il faut que les gens pensent qu'ils peuvent toujours monter plus haut. Mais en gros il y a très peu de gens qui sont au-dessus de 90 et les gens qui sont en dessous de 10 c'est un peu des inutiles et du coup il y a plein de choses qu'on les empêche de faire dans la société, auxquelles ils n'ont plus le droit. Les androïdes les tutoient au lieu de les vuvoyer, enfin il y a tout ce truc là où vraiment on les méprise. On n'a plus de nom de famille dans ce Quality Land. Le nom de famille qu'on a en fait c'est le métier que faisaient nos parents. Donc si moi je suis une fille ça va être le métier de ma mère, si vous êtes un garçon ça va être le métier de votre père. Ce qui fait que normalement c'est supposé éviter les discriminations ou quoi, et en fait ça crée beaucoup plus de discrimination parce que notre personnage principal il s'appelle Peter Chômeur, et forcément quand tu t'appelles Peter Chômeur, même si t'es pas chômeur, et ben tu démarres mal dans la vie, voilà, on t'empêche certains postes, les gens veulent pas forcément sortir avec toi ou quoi, il y a tout un truc, et du coup c'est hyper drôle vraiment. Il y a en gros des grosses entreprises qui gèrent un petit peu ce monde, il y a The Shop, ils vous livrent des trucs par drone avant même que vous les ayez commandés, il y a Quality Partner, c'est une application de rencontre qui vous met avec des gens qui ont exactement les mêmes, le même niveau que vous déjà, à peu près, et puis qui sont complémentaires avec vous parce qu'ils savent tout de votre vie, donc ils peuvent faire ça. Et il y en a un autre, mais je sais plus. Ah oui, il y a aussi Internet, voilà. Il y a tout en fait, les grandes entreprises qui gèrent tout, qui s'en cachent pas du tout, il y a des pubs toutes les 3 secondes, enfin voilà. Et donc nous on suit Peter Chômeur, qui est ferrailleur de robots qui fonctionnent plus, et qui vit sa petite vie, on le voit un petit peu, le profil du gars vraiment lambda, et au début on est en mode mais quel gros nulos quoi. Et en fait très rapidement on se rend compte que le gars est hyper intelligent, il a plein d'empathie, il est hyper ingénieux, hyper sensible et tout, et on se dit ok ça colle pas du tout avec ce que la société dans laquelle vit essaie de nous faire croire de lui. Et déjà là je trouve que c'est le premier pas hyper brillant de l'auteur, c'est qu'on nous crée un personnage qui tout de suite casse la case dans laquelle il est, et nous après lecteurs on se dit c'est sûr c'est la société qui merde et c'est pas lui, parce que lui il est intelligent, il est sensible, il est drôle. Et un jour il va recevoir un produit qu'il veut pas de The Shop, et il va essayer de rendre ce produit, et ça va être mais une guerre pas possible. C'est toute une aventure, on le suit avec des intelligences artificielles, avec un personnage qu'il va rencontrer, je veux pas en dire trop, mais voilà, du coup il va avancer de manière mais vraiment absurde, et en même temps c'est hyper intelligent la manière dont c'est fait. Et en même temps on suit la course à la présidence de 2 candidats, et l'un de ces candidats c'est un robot. Son parti, en tout cas l'un des gars du parti l'a créé en se disant ça va être le meilleur président possible puisque c'est une intelligence artificielle, donc il ne peut que agir bien. Et du coup moi je serai forcément son vice-président puisque c'est moi qui l'ai créé. Et du coup on suit ces 2 trucs là, c'est génial, c'est drôle, c'est intelligent, c'est sensible. En fait c'est de la dystopie, c'est de la science-fiction, mais c'est vraiment ça se passerait aujourd'hui, ça m'étonnerait même pas. Et je pense qu'il a juste rajouté un degré en plus d'extrême et d'absurdité, mais sinon c'est notre société actuelle quoi. Donc c'était en même temps drôle, mais genre un peu le rire où tu rigoles parce que d'abord c'est drôle et après tu rigoles un peu nerveusement, genre c'est vraiment en train de se passer. C'est vraiment ce qui se passe au calme, et les gens ça les perturbe pas plus que ça. C'est dans un livre, c'est absurde, c'est de la science-fiction, c'est de l'humour, c'est dans la vraie vie, les gens ça passe super crème. Mais du coup c'était vraiment trop cool. C'était trop cool, pas seulement parce que c'était drôle, mais déjà c'était hyper drôle, mais aussi parce que c'était hyper intelligent, vraiment trop intelligent. Et il y a des trucs trop drôles aussi parce qu'en fait les pages qui sont en noir c'est des pubs ou alors des articles de journaux, et les articles de journaux ils sont éclatés au sol, mais vraiment éclatés au sol, et il y a des commentaires des fois, et les commentaires sont éclatés au sol, c'est tellement drôle. L'auteur il arrive à nous construire un vrai monde, et c'est en ça que je dis que c'est un peu aussi du Terry Pratchett. Il y a des personnages qu'on voit au début qui reviennent à la fin, des phrases, des blagues, des choses comme ça qui vraiment reviennent, enfin le truc est hyper bien travaillé. Et il y a un personnage notamment qui s'appelle Mélissa, travailleuse du sexe, qui est un peu une complotiste, raciste et tout. À chaque fois qu'il y a un article, elle commente c'est la faute de ces criminels d'étrangers. Et l'article, il a rien à voir. À un moment donné, il y avait un article qui parlait de Jennifer Aniston et elle parle des étrangers. Et en fait, c'est hyper drôle parce que ça montre à quel point des fois les gens qui sont racistes, ils sont mais complètement... Ça n'a rien à voir. Pourquoi vous parlez
des étrangers, ça n'a rien à voir. Du coup c'est hyper drôle, vraiment c'est drôle, c'est un peu moqueur, un peu piquant et tout, enfin vraiment c'était trop bien, je vous conseille. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette update. J'ai été assez rapide sur les premiers et Quality Land, j'ai mis un milliard d'années à vous en parler. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces livres vous l'avez lu, j'arrive pas à m'exprimer, si vous avez lu l'un de ces livres ou si jamais ça vous tente de les découvrir. J'espère que la vidéo vous a plu, j'étais pas trop confuse, je sais que j'étais confuse, clairement j'étais hyper confuse, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que que tout était cool pour vous, que la vie ça va, que vous voulez que je vous dise. Bref, sur ce je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, je sais pas quand ce sera. Et ben je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et à très bientôt.